Bonjour à tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Confidence avec Prince, le podcast qui parle de choses très inspirantes. Ici même au sein de la part de la Villette, je reçois souvent des personnalités publiques, connues, inconnues, des artistes, des chefs d'entreprise ou des personnes lambda. Mais ils ont tous un dénominateur commun, c'est leur parcours, leur histoire, leur passion pour leur métier. Et à travers cet épisode, on va vous donner des clés pour pouvoir ouvrir des portes qui sont fermées, des clés pour pouvoir débloquer quelques situations. Et en parlant de personnalités populaires, célèbres, je reçois, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, le maire du 19e arrondissement qui a gentiment laissé de l'espace pour qu'on puisse l'inviter, pour qu'on puisse échanger sur le plateau de Confidence avec Prince. Et aujourd'hui, il va se confier à moi, à nous, comme il s'est jamais confié. Et j'espère que vous êtes prêts à écouter cet épisode parce que, croyez-moi bien, ça va être unique. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Prince. Comment allez-vous ? Excellemment, merci de recueillir mes confidences. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Même si ce n'est pas sur le ton de l'humour, je sais que vous avez un emploi du temps de ministre, plutôt un emploi du temps de maire très chargé, très occupé. Et c'est vraiment, avec toutes mes équipes, on vous remercie d'avoir accepté, de vous laisser prêter au jeu. Merci à vous. Voilà. C'est un peu saut dans l'inconnu. Oui, exactement. J'avais le plaisir de découvrir il y a quelques mois ou années déjà ce lieu magnifique que vous portez avec votre équipe. Et donc, je suis ravi de revenir. En tout cas, cet échange. Merci à vous. Alors, comme je le disais en introduction, ça va être un moment d'échange, un moment très convivial avec lequel on pourra échanger, parler, discuter, aborder différentes thématiques, notamment la politique du 19e arrondissement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pour habitude de demander à mes invités de se présenter. Alors attention, pas de n'importe quelle façon, de se présenter comme eux-mêmes, comme vous-même, vous connaissez, comme personne d'autre vous connaît. Je vous laisse la parole. Alors, comme beaucoup de Parisiens, je ne suis pas né à Paris et je n'ai pas grandi à Paris. Je suis né dans un petit bourg de Charente-Maritime, de Saintonge, cette province de Saintonge, au nord de Bordeaux, qui s'appelle Jonzac. Voilà, mes parents m'y ont élevé avec mes frères. Nous sommes quatre garçons. D'accord, pas de filles. Donc voilà, j'ai été à l'école là-bas, j'ai été au collège là-bas, j'ai été au lycée pas loin. Une partie de moi s'est construite là-bas. Et donc je suis très attaché à cette région, même si j'ai depuis tourné la page pour passer à autre chose. Et c'est à Paris que j'ai construit ma vie d'adulte après des études à Bordeaux. Vous avez fait Sciences Po à Bordeaux ? J'ai fait des études de lettres modernes, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un 3e cycle de gestion d'entreprise à l'époque, voilà. Et puis je suis arrivé à Paris en 1986 pour mon premier job. Okay. Et puis voilà, j'ai fait racine, j'ai fait souche et j'ai construit ma vie professionnelle, personnelle, familiale, ma vie d'homme en tout cas. Et voilà, pour l'instant, je me sens très parisien évidemment. Et en même temps avec cette racine provinciale qui fait partie de moi. En tout cas, bienvenue, re-bienvenue à la part de la Villette. Je suis encore une fois le plus presque ému de vous avoir en face de moi. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, c'est génial. Alors, on rentre dans le vif du sujet. La politique. Une grande histoire d'amour, une grande passion, un feu dévorant en vous. Vous dites que vous êtes arrivé en 86 et vous vous lancez en politique assez rapidement. Assez vite, en fait, le démon, le goût de la politique, en tout cas, m'a pris très tôt. Je peux le dater très précisément, puisque j'avais 12 ans. 12 ans. Ça nous ramène au siècle dernier. Désolé, pour beaucoup d'entre vous, c'est de la préhistoire. 12 ans, on est en 1974. Ouais. Élection présidentielle qui fait suite au décès de Georges Pompidou. C'est l'élection qui verra l'élection de Valéry Giscard d'Estaing de peu contre François Mitterrand. Et c'est vrai que pour des raisons que je ne saurais expliquer, à ce moment-là, le gamin de 12 ans que j'étais, tout d'un coup s'est intéressé, s'est passionné pour la chose publique, pour ce débat. Je suis issu d'une famille pas du tout militante. Mes parents étaient des citoyens
classique, votant régulièrement à chaque élection, mais pas spécialement engagé. On parlait politique à la maison, comme on parle souvent politique, mais une maman de gauche et un papa de droite, voilà, c'était parfois un peu compliqué. Et voilà, je me suis mis à m'intéresser à la politique, à lire les journaux, à écouter les débats télévisés. Et cela à 12 ans. À partir de 12 ans, voilà. Et ça a été une découverte. Et j'ai très vite ressenti voilà, le goût, l'intérêt pour la politique. Alors à la fois dans ce qu'elle a, comment dirais-je, de plus noble, de plus glorieux, c'est-à-dire des politiques publiques, des valeurs, avec des choix, des orientations politiques, mais sans me désintéresser non plus de la vie des partis, le suivi de l'actualité des congrès, des différentes formations, un petit peu le sous-texte qui n'est pas forcément le plus intéressant, mais qui est aussi qui fait partie aussi de cet ensemble. Donc ouais, c'était, je peux vraiment le dater de. Alors pour autant, j'ai aussi très vite pressenti que le jour où j'allais m'engager en politique, j'allais m'y engager totalement. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt organisé, plutôt rigoureux. Et donc, tant que j'étais étudiant, j'ai fait 2-3 allers-retours, 2-3 petits... j'ai mis le pied dans la piscine, comme on dit, mais sans vouloir aller beaucoup plus loin. J'ai participé à une première campagne municipale à Janzac en 1983, où là, voilà, la liste de gauche n'avait aucune chance et on était très consciente, avait même du mal à se constituer. Et j'étais un jeune étudiant de 21 ans et je me suis proposé, voilà, sans aucune perspective de quoi que ce soit, mais juste pour le plaisir de participer à une campagne, d'essayer d'être utile. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience. J'ai tâté 2-3 implications militantes lors de la présidentielle de 1981, mais j'ai pas été beaucoup plus loin. Et puis une fois que j'ai été voilà, salarié, installé à Paris, là j'ai plongé dans le grand bain, comme on dit, et le hasard et la chance et puis sans doute un peu d'envie ont fait que j'ai démarré un parcours militant à ce moment. D'accord, donc c'est le parcours militant qui vous a lancé de manière officielle en politique réellement et l'envie de vous engager bien plus. Alors, je suis venu à Paris pour travailler dans le secteur de l'économie sociale et solidaire au siège social d'une banque mutualiste. Je ne pourrais pas les citer, elle existe toujours. Une banque qui, à l'époque, s'adressait principalement aux enseignants, qui aujourd'hui s'intéresse davantage aux fonctionnaires en général. Bref. Et puis très vite, j'ai quand même réalisé que ce n'était pas mon truc et que j'allais mourir d'ennui. Et c'est vrai que dans les réflexions qui étaient les miennes à l'époque, la seule chose qui était claire pour moi, c'est que je ne voulais pas risquer de m'ennuyer dans ce que j'allais faire. Donc là, j'ai senti que j'allais vite m'ennuyer et que la seule chose qui me motivait, c'était la politique. Donc j'étais un petit provincial débarqué à Paris, sans aucun réseau. Et je me suis lancé, voilà, j'ai envoyé des CV, j'ai fait des candidatures spontanées. Et le hasard a fait que j'ai été recruté par un député de Paris pour devenir assistant parlementaire. Et ça a été le départ de ce parcours effectivement militant et professionnel. Moi, je vais juste vous arrêter quelques instants parce que ça me marque, moi, ce que vous me dites. Pourquoi ? Parce que vous dites que vous avez envoyé des CV, vous avez envoyé plusieurs bouteilles à la mer. Et cette bouteille a été reçue, aperçue par une personne qui vous a laissé votre chance. Alors, qui m'a laissé ma chance, qui m'a prise à l'essai dans un premier temps, parce que j'avais un job, il fallait que je démissionne et donc c'était quand même à risque. Donc voilà, il était normal qu'on teste un peu les choses. Bien sûr. Et puis voilà, ça s'est bien passé et je suis resté. J'ai eu la chance, je crois que d'une façon générale, il faut un peu de chance, ça fait jamais de mal, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Un peu de qualité, enfin en tout cas de compétences, même si on les construit au fur et à mesure, mais il faut avoir quelques prédispositions sans doute. En tout cas, j'avais le goût et l'envie, et la rencontre s'est faite, et puis ça a été le démarrage voilà, de ce parcours. Et vous passez donc du coup d'assistant à élu de la République. Pas tout de suite. Hein. Alors, il se passe quoi entre eux ? Ça a pris quelques années. J'ai été collaborateur d'élu, assistant parlementaire. J'ai été permanent, comme on dit, au siège du Parti Socialiste à l'époque, Haute-Solferino. Voilà, désolé. Ça fait renvoi dans la profonde histoire. Exactement. J'ai fait des choses passionnantes voilà, j'ai participé à des aventures collectives, à de jolis moments d'enthousiasme collectif, de construction. Je me souviens notamment avoir participé au tout début des années 90
à un moment où l'usure du pouvoir de la gauche gouvernementale commençait à poindre, on avait lancé un travail de réflexion programmatique où on avait sollicité, auditionné beaucoup d'intellectuels, de penseurs, ce qui manque peut-être aujourd'hui un peu au Parti socialiste, à la gauche en général, pour aller régénérer, ressourcer une réflexion, une lecture de la société, trouver des idées, et des concepts, etc. Et j'ai participé à ce travail en tant que collaborateur, hein, c'est pas moi qui tenais la plume, même si je l'ai tenu un tout petit peu, mais j'ai adoré cette période d'émulation intellectuelle, parce que je trouve que la politique a toujours beaucoup à gagner, c'est son essence même, à assumer le débat d'idées et donc la construction d'idées. Et en fait, c'est ça peut-être... on y reviendra sans doute, mais le risque et la limite peut-être de l'activité politique au sens large, c'est que tout va trop vite. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, on a des agendas de dingue. Et c'est dommage parce que c'est parfois, trop souvent, peut-être au détriment de la réflexion et de la nécessité qu'on devrait avoir de se laisser le temps de réfléchir, de penser et de ne pas être constamment dans l'action ou dans la communication, surtout pas. Donc voilà, on a aussi besoin de ce temps de réflexion et c'est un temps qu'on a pris à l'époque et que j'ai trouvé extrêmement stimulant, même si ça n'a pas donné de résultats immédiats, mais en tout cas ça a été un moment fort et qui reste pour moi un repère. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la politique elle a changé, contrairement à avant? On parlait des années 80, 90, aujourd'hui elle change en permanence. Dans les années 80-90, elle avait déjà beaucoup changé par rapport aux décennies précédentes. Ouais. Elle change en permanence, mais ça c'est plutôt salutaire et plutôt rassurant parce que la politique change comme la vie change, comme la société évolue, et heureusement que la politique essaie de rester connectée à la façon dont bouge la société, dont les attentes et les besoins de nos concitoyens évoluent. Donc que la politique change, oui. Alors pas forcément que pour de bonnes raisons. De bonnes raisons, bien sûr. J'évoquais tout à l'heure la nécessité de se laisser le temps de la réflexion et donc de rester un petit peu à distance de la surcommunication ou de la suraction, qui est un peu le risque peut-être qu'on pourrait identifier aujourd'hui dans certaines pratiques politiques, y compris au plus haut niveau. Suivez mon regard. Mais voilà, c'est comme ça. Et effectivement, donc il y a une accélération du temps politique, sans doute. Et ça, c'est sans doute dommageable. Parce que à trop vouloir coller en permanence à l'actualité, on risque de perdre le cap, de perdre le sens de ce qu'on fait. Et moi, je suis très conscient, très convaincu, en tout cas, que ce qui fait défaut dans la politique en général, hein, et je ne veux incriminer personne, et tout le monde, personne ne peut y échapper, mais ce qui manque sans doute, c'est la réflexion, la pensée. Or, fondamentalement, porter une vision politique, c'est d'abord porter une lecture et une vision du monde, du pays, de ce qui fonctionne bien, de ce qui pourrait fonctionner mieux, de ce qui ne va pas du tout, de ce qui scandalise, de ce qui choque, de ce qui interpelle, de ce qui émeut, de ce qui touche. Bref, de tout ce qu'il faudrait changer. Et il faut garder le temps de cette analyse-là. Okay. Et c'est vrai que la vie politique, parfois, fait un peu abstraction de ça. Très bien. On va revenir à vous, à votre vie, votre métier, maire du 19e arrondissement. C'est pas un métier. Alors, c'est un mandat. C'est un mandat. Voilà, c'est important parce qu'on n'est jamais installé. Vous savez, c'est, pour reprendre cette image, être maire, c'est des CDD de 6 ans. Ok, tout est remis en cause tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Et chaque fois que j'ai été candidat à une élection, je me suis toujours très sincèrement posé la question, est-ce que je suis prêt en termes d'envie profonde, de disponibilité, d'énergie, de bonne santé, il en faut, à assumer un mandat de 6 ans si je le sollicite de mes concitoyens. Donc vous faites à chaque fois une espèce d'examen de conscience, quelque part, sur vous-même, pour dire est-ce que je suis prêt à... Parce que je prends très au sérieux solliciter une responsabilité comme celle de maire ou d'un autre mandat. Bien sûr. C'est un engagement qu'on prend non pas simplement pour mener une campagne et essayer de la gagner, mais pour assumer la responsabilité à laquelle on candidate sur un mandat de 5 ou 6 ans. C'est long. Si on veut, et moi je suis, j'ai été à bonne école, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ma maman était institutrice
D'accord. Et oui, donc, je dis ça parce que j'ai gardé de cet héritage-là, de cette transmission-là, le sens du sérieux. Alors, il y a plein d'autres métiers dans lesquels on a besoin d'être sérieux. Il n'y a pas que les enseignants. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important en tout cas. Et oui, effectivement, je crois qu'il faut prendre au sérieux, et je prends au sérieux. En tout cas, j'essaie les mandats que je sollicite. Et donc, à chaque fois, je me pose la question. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas un métier, mais c'est un mandat et qui est évidemment qui s'arrête au bout de 6 ans dans tous les cas. Alors, moi, certaines personnes, lorsque je leur ai dit que j'allais recevoir le maire du 19e arrondissement, m'ont posé pas mal de questions. Ils m'ont dit, est-ce qu'on gère une mairie, est-ce qu'on gère son arrondissement comme un chef d'entreprise ? Gère ses collaborateurs, gère les problématiques au quotidien. À certaines personnes, pour pouvoir comparer, le maire et le président de la République, on l'a même entendu dans certains médias où ils disent que le président de la République gère une grande start-up avec ses ministres et autres. Est-ce que le maire, lui, c'est aussi la même chose ? Alors, oui et non. Pardonnez-moi cette facilité. Oui, parce que quand on est maire, on est le patron et on doit animer, je ne dirais pas manager, mais animer une équipe d'élus, déjà, une équipe de collaborateurs, une coalition de formation politique. La majorité à la tête de laquelle je suis est une majorité composite avec plusieurs forces politiques. Donc, il faut gérer tout ça. Et puis, on a quelque part une obligation de résultat. Bon, donc, on peut faire cette comparaison. La limite de cette comparaison que moi, je ne ferai pas, c'est qu'on parle du bien public, de l'intérêt général, et on n'est pas là pour défendre de l'intérêt privé. Et j'évoquais tout à l'heure mon démarrage un peu, non pas raté, mais frustré dans le secteur même d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est que ça reste quand même une entreprise avec une obligation de résultat en termes de résultats financiers, etc. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne critique pas du tout, il en faut pour faire marcher le monde. Il faut bien des entreprises qui génèrent des profits et qui rendent des services. Mais là, vraiment, moi, je crois qu'il est important de revendiquer la spécificité de l'intérêt général. C'est-à-dire que on n'est pas là pour défendre une boutique, on est là pour essayer de trouver un chemin qui rassemble le plus largement possible, qui porte des valeurs, qui transforme ces valeurs en engagement, en réalisation, en production de projets, etc. Donc c'est quand même assez différent. Mais voilà, il y a des éléments qui ressemblent et d'autres qui diffèrent sensiblement. Le plus important, c'est quand même que, voilà, moi, je n'aime pas du tout cette facilité de comparer le côté start-up. Non, c'est pas du tout ma culture. Et je crois qu'on est en train de s'en apercevoir, d'ailleurs. C'est pas la bonne référence. Vous êtes porté sur la culture, vous adorez la culture. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis quelqu'un de curieux, oui. Et surtout le sport. Aussi. On vous voit courir, on a vu le Chaumont faire votre footing seul. Vous êtes très très proche de vos concitoyens. Comment vous avez cultivé justement cette mentalité, ce mindset d'être le maire proche des autres ? Je ne l'ai pas cultivé, ça je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'est très, très naturel et très spontané. Dans le goût que j'ai de l'action publique, il y a ce goût de l'échange, ce goût du contact. C'est aussi quelque chose que j'ai appris de ceux qui m'ont construit, qui m'ont aidé à me construire en tout cas, c'est de ne pas faire la différence entre... voilà, quand vous êtes dans une... Voilà, je reprends l'exemple de ma maman et j'ai ressenti ça très tôt. Dans une classe, vous avez le fils des notables de la ville et puis, je rappelle, les premiers enfants de portugais qui arrivaient au début des années 70. Okay. C'était très nouveau, donc des gens en situation beaucoup plus difficile. Et vraiment, le message que j'ai reçu, c'est qu'on ne fait pas de différence. Et au contraire, si on doit faire une petite différence, c'est plutôt en faveur du plus fragile et pas en faveur du plus solide. Donc, ce goût-là de regarder la vérité de mon interlocuteur, de ce qu'il a à me dire, avec ses mots, avec ses gestes, avec ses codes, peut-être pas les miens, peut-être pas les mieux formatés, mais voilà, j'essaie de dépasser l'apparence des gens et de m'intéresser à ce qu'ils ont à dire. Et, voilà, et pour moi,
un homme égale un homme, une femme égale une femme. Il n'y a pas de un effet d'égalité, de respect partagé. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, dans ce contexte-là, moi, j'ai toujours grand plaisir à rencontrer mes concitoyens, à échanger. Je crois avoir un contact assez spontané, assez fluide. Mais alors, pour le coup, ça n'a rien de travailler. C'est quelque chose, et c'est sans doute ce qui est le plus sympa, le plus riche de ce que j'ai à faire. C'est quand on est maire, notamment dans un arrondissement comme le 19e, on est appelé au cours d'une même journée à rencontrer des gens très différents, des gens en responsabilité, des gens pas du tout en responsabilité, à prendre la parole sur des sujets très divers devant des auditoires très diversifiés. Et c'est justement cette diversité-là que je trouve passionnante et qui est aussi une façon de rester les deux pieds sur le terrain. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai eu, comme tous les jeunes, plein d'idées de ce que j'aurais envie de faire, etc. Et j'aurais adoré être danseur. J'en ai pas du tout les qualités. Je suis un peu sportif, c'est gentil de le rappeler, mais pas du tout danseur. Et voilà, mais moi, j'ai trop les pieds sur terre pour être danseur. Et la politique, c'est aussi une façon pour moi de faire bouger les choses, à défaut de bouger mon corps, et de le faire en gardant les pieds sur terre. Dans le 19e arrondissement, il y a entre 128 et 130 origines totalement différentes, de nationalités différentes, ça vient de partout. Et comment on fait pour pouvoir avoir autant d'origines, autant de nationalités et avoir une espèce d'équilibre, de paix, qu'il ne puisse pas avoir des clashs entre telle commune, telle communauté? Comment on fait pour pouvoir mettre une politique de paix dans un arrondissement? Le dialogue. Favoriser au maximum les moments de rencontre, les espaces d'échange. Je suis touché que vous releviez cette réalité-là. C'est vrai que dans les temps troublés que nous traversons, on se tourne toujours à des arrondissements comme le nôtre en se disant si ça doit chauffer, c'est là que ça va chauffer. Or, la vérité, et vous avez raison de le relever, c'est pas là que ça chauffe, en tout cas pas le plus, on est toujours très vigilant et rien n'est jamais acquis, mais je crois que c'est pas le fait du hasard. On a mené des politiques publiques, par exemple le mois des mémoires, qui est une occasion de faire se croiser les mémoires des différentes communautés. J'utilise le mot communauté avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a quelque chose qui un peu de replié, qui enferme. Or, personne n'est réductible à une communauté. Bon, voilà, après, on a des affiliations dans lesquelles on a envie de se reconnaître, mais on n'est pas prisonnier de ça. Je suis plutôt dans une vision émancipatrice par rapport à tout ce qui enferme. En même temps, ça fait partie de la réalité. Donc, voilà, tout ce qui permet de favoriser l'échange, la rencontre, et de faire tomber ces murs invisibles et pourtant très puissants, qui font qu'on se croit très différent de quelqu'un dont on s'aperçoit, pour peu qu'on aille à sa rencontre, qu'il est très ressemblant à ce qu'on est soi-même. Et justement, on parle des communautés. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de bien ou de pas bien, les communautés, le communautarisme? On sait que dans le 19e arrondissement, il y a une forte communauté juive. On sait aussi qu'il y a une forte communauté africaine, maghrébine. Vraiment toutes les communautés qui sont représentées. Et moi, j'ai l'impression que, d'un point de vue géographique, on pourrait parfaitement localiser, plus ou moins, ces quartiers-là et ces communautés différentes. Alors, la vérité, je pense que c'est beaucoup plus mélangé que cela, mais oui, il y a une part de vérité. Alors, je n'ai pas enjolivé le tableau. C'est vrai que le 19e arrondissement reste, et l'a démontré à chaque fois que les choses se tendaient, un arrondissement fraternel. C'est un mot, une valeur à laquelle je tiens beaucoup. Après, oui, chacun peut vivre un petit peu sur ses rails, dans son couloir. Il y a peut-être davantage une cohabitation respectueuse et pacifique qu'un mélange permanent, mais c'est déjà beaucoup et c'est déjà pas mal. Et puis notre rôle à nous, c'est justement de multiplier les possibilités, les chances, les opportunités de faire se rencontrer les gens. Et c'est le travail qu'on fait notamment avec les jeunes. Moi, je suis inquiet de voir que, parce que l'enseignement confessionnel est parfois très présent, on peut grandir dans son couloir et sans avoir tellement d'occasion de découvrir des jeunes du même âge, mais qui vont vivre d'autres parcours. Et je crois que c'est important de faire tomber ces barrières-là, ces murs-là, ces incompréhensions-là potentielles.
et de faciliter les possibilités d'échange. En tout cas, je crois que c'est là qu'on peut avoir une valeur ajoutée, et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est sans doute pas tout à fait le fait du hasard si, voilà, dans le 19e, ça s'est plutôt bien passé. Il y a des choses qui se passent très bien dans le 19e arrondissement, comme vous le dites. Mais beaucoup. Et il y a malheureusement, de temps à autre, des faits divers un peu plus noirs, un peu plus obscurs. Je reviens sur l'affaire de Lola, la petite Lola, qui a malheureusement vécu un drame. Comment vous le vivez, vous, plus en tant que maire, mais en tant qu'individu qui doit gérer en fait une situation de crise? Il y a eu aussi, je crois que c'est l'année dernière, un corps qui a été découvert sur les buttes de Chaumont. Comment ça se passe un peu dans votre état d'esprit? Là, je m'adresse plus à l'homme qu'à l'élu. Bien sûr. On le vit d'abord, oui, comme un homme ou comme un père. Et donc avec l'émotion, avec la tristesse, la peine qui vous tombe dessus, comme tout le monde, le choc émotionnel. Après, quand on est maire, on ne peut pas non plus se laisser submerger par sa propre émotion. Sinon on ne sert à rien. On est là aussi pour mettre un petit peu à l'écart sa propre subjectivité, sa propre sensibilité, et essayer de trouver les mots, de poser les actes, de trouver les gestes qui vont aider nos concitoyens à surmonter cette épreuve et à ce que ça ne parte pas en vrille, comme ça aurait pu être le cas. Parler à petite Lola, j'ai été aux côtés des parents. Je salue une pensée au papa qui nous a quittés depuis. J'ai été aux côtés des parents, on a été aux côtés du collège qui accueillait Lola et qui a été évidemment en première ligne avec les équipes enseignantes, les parents d'élèves, tout le monde a été impeccable. On a essayé d'être là, de trouver les mots, à la fois pour accompagner l'expression du choc, parce que ça a été un choc très profondément ressenti, amplifié par couverture médiatique et la résonance donnée à ce drame absolu. Et moi, j'ai été quelque part dans cette épreuve, j'ai été conforté, nous avons été confortés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu des tentatives d'instrumentalisation politique, de très mauvais goût, de récupération aussi, sordide. Et on a tout de suite senti que l'ADN fraternel du 19e arrondissement était là et a fait rempart. Et donc ça n'a eu aucune prise, et il y a eu quelques tentatives de manifestations sordides, mais qui ont fait tout de suite flop, et il y a eu tout de suite une résistance très forte, parce que les gens ont pigé tout de suite que c'était hors sujet, et les parents de Lola, la famille de Lola a été impeccable. Nous avons, avec leur accord, organisé un rassemblement pour partager l'émotion, partager le deuil et puis soutenir la famille. Et ils ont tenu à le rappeler, eux, qu'il était hors de question que ce drame terrible vienne alimenter des polémiques politiciennes immondes. Et voilà, et ça a été parfaitement reçu. Et là, on a pu vérifier la solidité, la force du socle républicain, humaniste et fraternel du 19e arrondissement. On a pu voir, toujours en parlant de choses un peu tristes et un peu dérangeantes, on a pu voir l'année dernière qu'il y a eu des émeutes dans toute la France. Malheureusement, le 19e arrondissement n'a pas pu échapper aussi à cette crise, à cette révolution de la jeunesse française qui s'est levée contre l'injustice, ce qu'ils ont proclamé de la mort du petit Naël. Comment ça se gère, justement, lorsqu'il y a des émeutes aussi dans son arrondissement, dans les quartiers sensibles? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors sincèrement, je ne dirais pas qu'il y a eu des émeutes. Il y a eu des cassages de magasins. D'accord. Je vais être très cash, pardonnez-moi, c'est pas ce que vous attendez, mais tant pis. Quand je vois que les magasins qui ont été dévastés et saccagés, c'est les débits de tabac, les marchands d'optique de luxe et les parfumeries et les marchands d'alcool, les rayons d'alcool dans les supermarchés, voilà, je pense que ça relativise un petit peu. On peut comprendre, on aurait pu comprendre
une forme de révolte par rapport à ce qui s'était passé, bien sûr, qui était parfaitement détestable et qui devait être condamné. Je ne suis pas sûr que la forme que ça a pris ait été à la hauteur de l'émotion suscitée par l'assassinat du jeune Naël. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse française est en colère contre la République ? J'espère que non. En tout cas, si c'était le cas, elle se tromperait de diagnostic et de remède. Que la jeunesse française, les jeunesses françaises, est une grosse exigence de justice, d'égalité. Oui, et il faut l'encourager, cette exigence. Elle est saine, elle est salutaire, elle est nécessaire. Et chacun sait que tout le monde ne parle pas sur un pied d'égalité, que pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres. C'est une évidence. Comment l'ignorer, surtout dans un quartier populaire comme le nôtre. Après, je pense que la République n'est pas l'ennemi et que la République est au contraire, ou doit être en tout cas, l'outil qui permet de mettre fin à ces inégalités, de les combattre en tout cas, et de construire un chemin, un futur et un présent qui donne sa chance à chacun. Moi, j'y crois beaucoup. Enfin, si on part du principe que la République, c'est l'ennemi, je vous le dis tout le go, on est très mal barré. Bien sûr. Parce que l'alternative à la République, c'est quoi ? Ok, bon, donc non, la République, c'est pas l'ennemi, la République, c'est la solution. Après, la République, je sais bien qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose d'un peu vague et qui parle pas vraiment. Vous savez, j'organise depuis quelques années, depuis que je suis maire, chaque 13 juillet, une cérémonie de la citoyenneté où nous accueillons tous les nouveaux naturalisés de l'année écoulée. Wow. Donc c'est à la veille du 14 juillet, c'est une date évidemment qui ne doit rien au hasard, et c'est un des plus beaux moments de la vie municipale et de mon mandat de maire. D'abord parce qu'il fait beau en général, qu'on a des gens tellement heureux, tellement fiers de devenir français. Je leur parle des valeurs de la République justement, et je sais que ça peut sembler un peu abstrait pour notamment des jeunes, mais je peux vous dire que pour ceux qui viennent de loin, pour ceux qui ont grandi dans des pays où la démocratie, liberté, égalité, fraternité, c'est un rêve inaccessible et pour lequel ils se battent, être dans ce pays-là qui, quels que soient ses défauts, quelles que soient les limites de tout ça, et on en est bien conscient, reste quand même un phare à l'échelle du monde en matière de démocratie et de possibilité donnée à chacun de construire sa vie dans la liberté de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. Je crois que voilà, ça redonne du sens au mot République. Donc moi, je suis un républicain forcené, convaincu. Après, je sais parfaitement que c'est un concept qui peut sembler un peu décalé et que la promesse républicaine n'est pas toujours tenue, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que je suis engagé dans une vie publique, dans une action publique, et pas du côté des conservateurs, mais du côté du camp du progrès. Parce qu'il y a tellement de choses à changer et à faire avancer. Mais on ne le fera pas dans la violence, on ne le fera pas dans le désordre, et je crois qu'il faut le faire dans la mobilisation positive. Et voilà. Et je vais accueillir la semaine prochaine les nouveaux électeurs, entre guillemets, ceux qui vont recevoir pour la première fois à 18 ans leur première carte d'électeur. Et c'est le message que j'ai envie de leur faire passer. Chacun fait ce qu'il veut de son bulletin de vote, mais vraiment il faut l'utiliser parce qu'en démocratie, c'est ce qui met tout le monde sur un pied d'égalité et ce qui fait que la parole et la voix de chacun vaut la même chose que toutes les voix et toutes les paroles. Et c'est l'une des premières clés du changement. C'est la clé du changement, bien sûr. Et puis il y a plein d'autres façons de faire bouger les choses. Vous savez, on sait depuis longtemps que pour faire bouger une ville, pour faire bouger une société, pour faire bouger un pays, c'est pas juste en allant déposer un bulletin de vote dans les urnes une fois tous les 5 ou 6 ans. Évidemment, c'est un exercice indispensable, mais pas suffisant. Bon. Après, il y a l'engagement associatif, il y a les projets qu'on peut porter, les projets personnels, professionnels. Il y a 1000 façons d'être utile. 1000 façons d'être utile et de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. Et on le voit tous les jours. Moi, je suis impressionné
de voir dans cet arrondissement. On va inaugurer samedi après-midi le TLM. C'est une ancienne gare de la Petite Ceinture, rue Curial, reconvertie en tiers-lieu, comme on dit aujourd'hui, avec un espace de restauration, avec une priorité donnée à une alimentation de circuits courts, de qualité, etc. Du textile, de recyclage de textile et de l'échange solidaire de textile. Bon, bref, des activités d'insertion, etc., portées par des associations du 19e, et on pourrait multiplier les exemples. J'étais tout à l'heure à la ferme du Rail, cette ferme urbaine qui est installée rue de l'Ourcq, qui a été aussi montée par un collectif d'associations et de gens du 19e arrondissement, qui fait de l'agriculture urbaine, qui fait de l'insertion, qui permet donc à des gens issus de la grande précarité, comme on dit, de la rue, souvent, de se travailler, de se reconstruire un projet de vie en faisant tourner une ferme urbaine et avec les produits de la ferme qui alimentent le restaurant. Enfin, là, il y a 1000 projets de cette force-là qui irrigue cet arrondissement et qui montrent que voilà, il y a 1000 façons de faire bouger les choses et de façon très positive. Ça fait longtemps que vous êtes en politique. On va revenir un peu plus sur vous. Près de 11 ans que vous êtes maire du 19e arrondissement. Un peu plus même. C'est mon deuxième mandat. Deuxième mandat. Et je me pose la question, parce que est-ce que ça vous a, comment dirais-je, est-ce que ça vous a effleuré l'esprit un jour de changer, pourquoi pas aspirer à autre chose, parce que vous avez pleinement les capacités à être sénateur, à être député, ou pourquoi pas ministre aussi. Pourquoi être uniquement que maire? Parce que c'est le plus beau des mandats. Waouh. C'est le plus beau des mandats parce que franchement là, on ne perd pas le contact avec la vie quotidienne. On est en contact avec les gens. Vous savez, il y a plein de mandats dans lesquels on est dans de beaux palais nationaux avec des responsabilités encore plus importantes que les miennes, mais où on est très loin de tout le monde et des choses. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de ces contacts-là. Et si je n'ai pas cet oxygène que représente l'échange, même les engueulades, ça fait partie du lot, et les sollicitations diverses et variées, ce n'est pas toujours facile à gérer, ce n'est pas toujours amusant. Je vais raconter l'histoire, mais c'est ça qui donne du sens à ce que je fais. Et en tout cas, je me suis souvent posé la question, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé... j'ai rien trouvé qui m'intéresserait davantage et qui me motiverait davantage. Voilà. Et je me suis toujours dit, vous vous rappelez tout à l'heure que je courais régulièrement au but de Chaumont, pas que, je fais aussi le tour du canal et du bassin de la Villette, et je suis sur le long du canal de l'Ourcq. Je me suis mis aussi à la boxe anglaise il y a 2 ans. Voilà. Et donc, je me suis toujours dit que tant que j'aurai la force de courir 2 fois 1 heure par semaine et de faire mes séances de boxe, c'est que j'aurai l'énergie et la santé pour poursuivre mon mandat. C'est celui qui me passionne le plus. J'ai aucune raison de renoncer à ma passion. Aucune raison. En tout cas, c'est parfaitement clair. Vous êtes père de 2 ados, très proches d'eux. J'essaie. Vous les accompagnez souvent dans leurs sorties, dans les concerts. De moins en moins. De moins en moins, mais vous faites le mieux que vous pouvez. Et je pense que vous avez dû voir en fait une réelle différence entre la musique de votre époque et la musique des jeunes aujourd'hui. Et je veux revenir en fait au sujet qui a bouleversé la France il y a quelques semaines de cela, sur le sujet d'Aya Nakamura, qui a été victime vraiment de lynchage sur les réseaux sociaux. Il y a eu des propos racistes contre elle. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, justement, de voir ça, de lire ça, en sachant que c'est de la musique que vos enfants peuvent écouter, d'entendre... Que j'écoute moi-même. Que vous écoutez. Oh, waouh. D'entendre, ça peut être certains de vos confrères ou même des journalistes avoir des propos assez durs. Moi, j'ai envie de voir le côté positif des choses. Le côté positif des choses, c'est que ces propos immondes et nullissimes, surtout, ont été contrés immédiatement et très largement. Et il y a plein de voix qui se sont exprimées pour dire mais basta, quoi, laisse tomber, c'est une super idée. Et oui, c'est une très belle image de la France, de la capacité qu'elle a à se régénérer, et du français. Le français est une langue totalement vivante. Vous savez, j'aime bien cette formule qui dit on n'habite pas un pays, on habite une langue. Et il y a plein de façons d'habiter une langue. Et le français, pour le coup, il y a plein de façons d'habiter cette belle langue. Et donc, Aya Nakamura l'habite de très belle façon.
Elle va se réapproprier un répertoire, si j'ai bien compris, très typiquement français, Piaf, français, bien etc. sûr. Il n'y a pas plus français. Et je trouve que c'est un magnifique symbole et une très très belle idée. Et franchement, je ne sais pas qui l'a eu, mais c'est une très belle idée. Et je sais que, je n'ai aucun doute, elle fera une très très belle prestation qui rendra fier tout le monde. Donc pour résumer mon propos, oui, il y a eu des propos insupportables. Oublions les cons, excusez-moi, on va pas se focaliser là-dessus. Moi, ce que j'ai envie d'entendre et de retenir, c'est au contraire toutes ces voix partout dans le pays qui se sont dressées à tous les niveaux des responsabilités politiques et sociales pour dire ben non, vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est une belle idée et ce sera un très joli moment. Je suis de ce côté-là. Si on parle d'Aya, on parle aussi des Jeux Olympiques, de la flamme olympique. J'ai ouï dire qu'elle va passer dans le 19e arrondissement. Alors, la flamme olympique va passer dans le 19e arrondissement parce qu'elle traverse la France et elle traverse Paris. On va en effet l'accueillir. Et puis on va accueillir un gros spot de ces Jeux que nous avons voulu populaire, c'est-à-dire permettre à l'ensemble des habitants, d'une façon ou d'une autre, d'y participer et d'en profiter. C'est un moment unique, hein, une fois par siècle, franchement, il ne faut pas se louper. Donc on ne va pas louper le rendez-vous. Et dans le 19e arrondissement, tout près d'ici, on va accueillir le Club France et le Parc des Nations. Donc sur l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette principalement. Juste à côté. Juste à côté, avec voilà, les fédérations sportives françaises, la plupart d'entre elles en tout cas, qui auront leur stand, leur spot ici. C'est là que nos médaillés viendront célébrer leurs médailles. C'est là que l'ensemble des fédérations françaises sportives présenteront leur discipline. Plusieurs délégations olympiques internationales seront présentes sur le site de la Villette et donc ça va être un grand rendez-vous des Jeux Olympiques à proximité immédiate du 19e arrondissement. Je crois que c'est ce qui donne toute sa force à cet événement, c'est que les organisateurs, et merci à eux, ont voulu que ce soit des Jeux populaires. Donc il y a les épreuves auront lieu dans un nombre resserré de sites sportifs, mais il y aura d'autres endroits, et notamment celui-ci, où on va vivre à fond les Jeux Olympiques. Et puis Paris-Plage, cette année, sur le bassin de la Villette, va arborer les couleurs olympiques. Et puis nous aurons un site d'animation de proximité sur la place de Stalingrad tout le long des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec des animations sportives, culturelles, de loisirs, gratuites, organisées pour la plupart d'entre elles par des associations du 19e arrondissement. Donc voilà, tout est fait pour que ce soit un grand moment. Et puis j'accueillerai à la mairie le 23 avril prochainement une grande réunion publique de présentation justement de ce qui va se passer dans le 19e arrondissement au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques pour que chacun sache à quoi s'en tenir en termes d'organisation de l'espace public, de mobilité, de sécurité, ça fait aussi partie du sujet, et puis en termes d'animation aussi, parce que voilà, on commence à sentir l'enthousiasme pour l'instant assez discret, mais qui est en train de monter en puissance. Ça vient, et moi je sais que ça va être un beau moment et je m'en réjouis. Justement, comment ça se passe l'organisation de ces JO? Est-ce que le gouvernement vous laisse aussi la mainmise sur votre arrondissement, ou bien il récupère l'intégralité de l'organisation à travers les forces de l'ordre, à travers aussi la participation de la préfecture de police? Par exemple, je suis dans mon local ici, mais on m'a informé que peut-être ma rue allait être fermée pour des raisons de sécurité, mais ils ne le savent pas. Ou bien vous avez, vous, pleinement la capacité de gérer votre arrondissement? Non, là, c'est une organisation qui est très centralisée, mais évidemment, les élus locaux, ils sont associés. Mais oui, c'est un pilotage comité d'organisation. Et puis à Paris, préfecture de police, qui a évidemment la haute main. Sur la fermeture des axes, on l'évoquera dans la réunion publique du 23 avril. Mais non, c'est juste au moment puisque nous allons accueillir des épreuves cyclistes notamment qui vont passer sur le 19e arrondissement. S'il y a des fermetures de voies, c'est juste pendant 24 ou 48 heures à ce moment-là, mais le reste du temps, non, il n'y aura pas d'entrave à la mobilité dans l'arrondissement. Et puis on pourra toujours se déplacer à pied, en vélo, sans aucune difficulté. On va parler d'entrepreneuriat dans le 19e arrondissement, on va parler d'égalité des chances, et moi j'en fais partie. J'ai eu la chance de récupérer un local commercial qui était auparavant à Woodbrass, et étant donné qu'on est passé par un comité, je sais qu'au début j'ai pas mal galéré parce que je devais montrer plusieurs garanties, ce qui est tout à fait normal, mais on a dit on m'a informé que
à travers l'élu au commerce, qu'il m'a laissé une chance, qu'il nous a laissé une chance. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un souhait de votre part, dans votre politique, d'avoir encore plus d'égalité des chances au niveau de l'âge, au niveau de l'handicap, au niveau du sexe, au niveau du genre, ou bien c'est quelque chose sur lequel vous regardez, qui va venir entreprendre dans le 19e arrondissement? Comment ça se passe justement, ça? Alors, il y a des procédures un peu complexes, mais on a fait plus que, pour prendre cet exemple, donner une chance. On a validé, on a encouragé le projet. L'idée, c'est que effectivement, chacun ait sa chance et que tous ceux qui ont une envie et un talent à faire valoir puissent le laisser s'épanouir. C'est bien pour eux, c'est déjà pas mal, mais c'est encore mieux pour la collectivité, puisque un lieu qui vit, c'est quand même mieux qu'un lieu qui est éteint. Et puis, un lieu qui vit, c'est des projets qui naissent, qui donnent d'autres idées. On en parlait en aparté tout à l'heure, je me permets de l'évoquer. Quand je suis venu ici la première fois, j'ai rencontré dans l'espace de coworking qui est à côté d'ici, une maison d'édition qu'on a accompagnée un petit peu avec, dans la même démarche et qui a permis d'ouvrir une librairie dans le quartier Danube, dans un quartier où il n'y avait pas du tout de librairie, et une librairie café, Hello Café, je me permets de la citer. Exactement. Voilà, pourquoi pas faire de petites publicités. Et donc, c'est un bel exemple. Oui, on a des gens formidables qui aiment le 19e arrondissement, qui y sont attachés, qui ont envie d'y porter des projets. Tout ce qui vient enrichir la vitalité locale, tout ce qui vient faire écho à l'envie d'être utile et de faire quelque chose de bien. On est là pour l'accompagner, pour l'encourager, pour être des facilitateurs. C'est déjà pas mal. Mais on n'en manque pas. J'évoquais tout à l'heure 2 projets, j'aurais pu en citer plein d'autres, à la Ferme du Rail et le TLM. Voilà, c'est des projets qui viennent pas d'en haut, c'est des projets qui viennent d'en bas, si j'ose dire, en tout cas, de la société civile, comme on dit, des énergies locales. Et nous, on est là pour les laisser prospérer et pour faciliter. Alors, au-delà des procédures, il y a aussi parfois la contribution pour rechercher des financements, etc. On est là pour ça. Et moi, j'y tiens beaucoup. Oui, c'est clairement une priorité de ce que nous faisons. Pour moi, il est important que tous ceux qui naissent et grandissent ici ou qui y construisent leur vie puissent y trouver aussi un terreau favorable pour faire avancer leurs rêves. Alors, ça ne marche pas toujours, mais il y a beaucoup de réussite et c'est ça qui est important. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, malheureusement. J'ai eu en face de moi un homme passionné par son mandat, par son quotidien, par ses tâches qui l'incombent. Mais quelles sont réellement les difficultés que vous avez eues à affronter lors de votre expérience professionnelle? S'il y a 2 ou 3 anecdotes que vous voulez nous faire partager. Il y a des sujets, il y en a plein. Il y a plein de sujets compliqués. C'est tous les jours qu'on a des sujets compliqués, des sujets collectifs et des sujets individuels. Quand on est maire, on est aussi interpellé sur des situations familiales, personnelles, autour du logement, beaucoup. Ça passe souvent par les questions de logement qui elles-mêmes renvoient à des problématiques plus larges. Et effectivement, les maires en général, les élus en général, sont ceux à qui on vient se confier, s'épancher, sur qui on compte beaucoup. Parfois, c'est lourd d'avoir l'impression que l'autre vous regarde comme si vous étiez un faiseur de miracles, ce que nous ne sommes pas. Mais chaque fois qu'on peut aider, chaque fois qu'on peut accompagner, chaque fois qu'on peut être utile, on a l'impression de servir à quelque chose, c'est important. Mais voilà, ça peut être lourd et il faut aussi se mettre à bonne distance. On n'est pas là pour pleurer avec les gens, on est là pour ouvrir des portes, trouver des solutions, mettre le pied dans la porte quand il faut, essayer de trouver des solutions. On peut pas tout faire, voilà, et c'est vrai que c'est parfois comme ça qu'on nous regarde, mais bon, on est là aussi pour aider les gens et c'est normal de recevoir cette forme de pression, ça fait partie du job, si j'ose dire. Après, il y a des sujets collectifs qui restent des sujets compliqués. Bon, le 19e arrondissement est confronté, par exemple, à la question du crack, des toxicomanies en général, mais le crack est la plus visible de ces difficultés dans l'espace public. On se bat depuis des années, ça fait très longtemps que ça dure, ici et ailleurs, malheureusement, pour essayer de trouver des solutions humaines et qui tiennent compte aussi de ce que c'est
sait que de vivre à proximité de scènes de consommation de crack et de trafic de crack, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est dangereux parfois de vivre dans cet environnement-là. Et puis en même temps, on voit bien qu'on a des gens qui sont en addiction, c'est une maladie, qui sont en grande souffrance. Et aujourd'hui, ni la médecine, ni la loi n'offrent vraiment de solutions pour mettre fin à ça miraculeusement. Donc là aussi, on essaie de construire des chemins pour ne pas se résigner à quelque chose qui n'est pas supportable, et sans raconter d'histoire non plus, parce que les battleurs de foire, les gens qui arriveraient en vous disant moi d'un claquement de doigts je vais régler les problèmes, personne n'y croit. Donc c'est parce que les gens attendent de nous, et en même temps ils attendent pas de nous quand on leur dit on peut rien faire. Donc on est dans un entre-deux en train d'essayer de construire des solutions. Et au niveau d'un maire d'arrondissement, parce que je ne suis qu'un maire d'arrondissement, évidemment mon job et celui de mon équipe, c'est aussi de mobiliser tous les leviers, tous les partenaires. C'est ce qu'on fait en permanence. Donc il y a des choses qui avancent, pas assez vite de mon point de vue, pas assez vite de toute évidence. Donc on lâche rien, on continue. Donc oui, vous savez, un maire, on me demande parfois si je suis un maire heureux. J'essaie d'être un homme heureux, mais un maire heureux, je crois que si un maire est heureux, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a tellement de choses qui sont à améliorer. Voilà, moi, je ne peux pas m'endormir tout à fait tranquille en me disant tout ce qui devait être fait l'a été. Non, il y a toujours du pain sur la planche, toujours des sujets qui mériteraient d'être mieux traités. On fait le maximum. Franchement, moi, j'y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement personnel, collectif, avec mon équipe d'élus, mon équipe de collaborateurs, avec tous les gens avec qui on travaille. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, et pour autant, on sait bien qu'il y a des sujets pour lesquels il faudra sans doute beaucoup de temps pour en venir à bout. En tout cas, il ne faut pas être résigné. Il ne faut jamais être résigné. Je crois que c'est ça, mais ça vaut pour chacune de nos vies. Ne jamais être résigné et regarder toujours droit devant avec une petite lumière qui brille au bout et qui doit nous servir de guide. Et puis cette petite lumière, c'est ça qui nous donne la force d'avancer. Et puis moi, l'énergie qui m'anime, je la puise tous les jours dans les rencontres que je fais, dans les échanges que j'ai. Et il y a tellement de gens formidables autour de nous, vous savez, même à un tout petit niveau, des gens qui prennent des initiatives, qui ont envie d'être utiles, et puis des gens qui portent de grands projets. Il y en a à toutes les échelles. Et cette énergie collective-là, c'est un carburant nos limites pour avancer et pour essayer de continuer à nous faire progresser ensemble, avec l'idée que chaque fois que quelqu'un se grandit, on se grandit tous ensemble. Et voilà, c'est ça aussi l'idée de fraternité, l'idée de solidarité. Et moi, j'y crois plus que jamais. Donc c'est ça qui me donne l'enthousiasme et puis peut-être le sourire malgré tout, en parlant y compris des choses qui vont pas bien. Si je vous donne une baguette au pouvoir monstrueux, au pouvoir magique, au pouvoir merveilleux, cette baguette vous donne la possibilité de réaliser un souhait, un rêve, mais uniquement pour vous. Pas la paix dans le monde, pas la fin de la guerre en Ukraine, mais quelque chose qui vous tient à cœur personnellement. Quel serait votre souhait? Quel serait votre rêve? J'ai le droit de réfléchir. Oh oui. Pour les autres, j'aurais trouvé des réponses tout de suite. Mais pour moi, je ne vais pas vous dire revenir en arrière dans le temps parce que ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'on se construit, on se nourrit de toutes les expériences, de ce qu'on vit. Donc, il faut regarder les choses positivement. J'aurais aimé être pianiste. Voilà. J'aime la danse, j'aime la musique, j'aime les musiques, j'aime les arts en général, et vraiment je n'ai aucune prédisposition pour ça. Donc voilà, si j'avais une baguette magique, j'aurais aimé avoir un don artistique ou des dons artistiques que je n'ai pas. Voilà, j'en ai d'autres, j'espère, en tout cas. J'essaie de les cultiver, mais ceux-là, je ne les ai pas. Et j'aurais adoré jouer, danser et jouer du piano. Eh bien, en tout cas, je vous remercie infiniment pour ce moment, pour ce doux moment, pour cet échange. On connaît mieux qui vous êtes, on connaît mieux votre quotidien, on comprend mieux, et là, c'est le citoyen qui vous parle. Pourquoi on peut avoir de la durée dans nos réponses, dans nos demandes, et on apprécie mieux votre personne et ce que vous représentez pour le 19e arrondissement. Donc, merci à vous. Merci. J'espère que vous allez revenir si je vous invite à un autre de mes podcasts pour parler d'autre chose.
Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Merci Prince. C'était Confidence avec Prince et un moment très riche, très politique, très passionnant et passionné que j'ai eu à partager avec monsieur le maire du 19e arrondissement. Si vous souhaitez revoir ou réécouter des épisodes, ça se passe sur Spotify ou bien sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne nuit, un bel après-midi, bref, un bon moment. À très bientôt.